Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Alexandre Rode, membre du Centre d'études de la sécurité et de défense, le CZ, depuis 2019, consultant en sécurité intérieure et officier de réserve de la gendarmerie nationale, et auteur de ce livre, avec Bernard Meunier, de Passage à l'acte, comprendre les tueries en milieu scolaire, aux éditions Kiwi. Alexandre Rode, je viens d'apprendre, bonjour, je viens d'apprendre que, vous êtes effectivement, vous êtes officier de réserve de la gendarmerie nationale et vous venez de me dire que vous avez formé il y a 15 jours, enfin vous êtes occupé aussi de la formation de la BAC Conflans qui a effectivement neutralisé l'égorgeur, l'assassin de Samuel Paty. Tout à fait, donc j'interviens dans mes activités privées en tant que formateur au sein du centre de formation de la police nationale de Draveil, et donc on recevait une partie des effectifs de la BAC Conflans ainsi que d'autres BAC du 78 il y a 2 semaines pour travailler sur ces problématiques-là exactement. Alors justement, vous avez parlé votre livre, d'ailleurs que je recommande, Passage à l'acte, comprendre les tueries en milieu scolaire. Vous avez parlé de l'école de Toulouse, je crois, aux Erratoires. Absolument. Donc le livre travaille sur une série de problématiques d'élèves qui attaquent leur établissement scolaire. Dans les cas qu'on traite, ne sont pas terroristes en soi, mais on évoque la protection des écoles en général. Et évidemment, le cas aux Erratoires, qui est la seule tuerie de masse en milieu scolaire qu'on a pu avoir sur le sol français. Alors comment vous analysez, là, en fonction de ce qu'on a, hein, je vous demande pas on va pas faire des spéculations, mais au-delà de ça, voilà quelqu'un, alors c'est un peu différent, mais enfin, voilà quelqu'un qui habitait à Évreux, donc à 80 km de Conflans-Sainte-Honorine, et qui arrive, bien sûr en mission, alors service commandé, enfin on peut imaginer ça, pour égorger effectivement un professeur coupable, entre grands guillemets, d'avoir parlé de la liberté d'expression et d'avoir montré des caricatures. Effectivement, je travaille sur la question depuis l'attaque depuis longtemps, mais depuis l'attaque de Charlie, la nouvelle attaque de Charlie Hebdo, réuniquée à Appert le 25 septembre dernier. Ah oui. Effectivement, on voit que c'est une nouvelle forme que le djihad a évolué sur les 5 dernières années, en s'adaptant aux méthodes policières qu'on a pu mettre en place et aux méthodes militaires qui ont été mises en place au Moyen-Orient. On avait une menace projetée avec des capacités des groupes terroristes d'envoyer des personnels ou de les mettre en liaison sur le sol français et de frapper avec un niveau logistique qui était important. Ça, c'était Charlie Hebdo, voilà. Libercacher. Tout à fait. Donc une menace exogène, ouais. qui avait des moyens financiers importants. L'attaque des frères Kouachi, il faut se rappeler que ça a coûté 10 000 € à mettre en place. Donc c'est ce qu'on appelle une attaque. Maintenant on passe sur l'attaque low cost. Low tech aussi, parce qu'on a des frères Kouachi étaient très armés, très équipés. Ils avaient le moyen de le faire. C'est pas le cas là. On voit que ça est financé pour quelques dizaines d'euros avec peu de soins. Donc on voit cette attaque aussi. Oui, un couteau et une arme de poing. Voilà, c'est une nouvelle problématique du fait qu'on ait détruit ces groupes djihadistes à l'étranger. Ils sont obligés de changer de stratégie et maintenant ils incitent à la haine des personnes qui sont déjà sur le sol français, qui sont radicalisées et qui ont cette volonté de frapper des cibles qui sont définies ainsi. Mais c'est la même stratégie de fond. C'est une stratégie qui existe depuis longtemps. Ça s'appelle la stratégie des 1000 entailles, à savoir qu'on frappe plusieurs fois avec des attaques qui tuent 1 ou 2 personnes, mais qui marquent la volonté publique, surtout en Europe, mais dans le monde occidental en général. Pour, essayer de créer ce conflit civil qui favoriserait la montée d'un islam radical. C'est ça. Voilà. C'est en fait faire une véritable presque guerre civile, lutte communautaire, qui ferait que chacun serait dans son camp. C'est l'objectif qui était annoncé, quand Al-Qaïda a tourné sa stratégie vers l'Europe en disant qu'on pourrait frapper comme ça. D'accord. Et alors, ça, par exemple, quand même, puisque vous parlez de milieu scolaire, il y a quelque chose qui nous pose interrogation, enfin, dans ce qu'on a lu, là, depuis samedi, c'est que on a l'impression, quand même, que, en tout cas, sa hiérarchie, surtout ne pas généraliser, mais sa hiérarchie n'a pas vraiment protégé le professeur. Alors, moi, je suis pas à même de parler de l'organisation de l'éducation nationale et comment ça se passe. La question qui peut se poser, et je ne sais pas, je ne peux pas commenter sur une enquête en cours, c'est de savoir est-ce que l'information a été transmise par la police locale et qu'est-ce qui a été mis en place, ce genre de choses. Effectivement, la menace, on ne le sait pas, s'il y a eu des renseignements auparavant. Pour l'instant, on ne le sait pas et l'enquête est en cours, donc je vois pas. Non, mais il y a eu, Alexandre Rude, il y a eu des plaintes de parents d'élèves, vous savez, qui dit que ce voyou, on en a parlé en sonore, ce voyou doit être envoyé, etc. Effectivement, ça c'est une série de signaux faibles qui doivent être pris au sérieux, qui doivent être transmis par les personnes qui l'ont. Alors c'est l'éducation nationale qui les avait à ce moment-là, aux autorités policières qui gèrent ce genre de menaces. La partie sécuritaire ne doit pas être laissée à l'éducation nationale, qui n'est pas à même de gérer ce genre de choses. Donc, voilà. Et on ne sait pas si l'éducation nationale a transmis, effectivement. Je ne sais pas. On ne sait pas, non. On ne le sait pas non plus. Et à votre avis, ce genre de menaces, ce genre de violence, est-ce que c'est quelque chose qui a amené, hélas, à perdurer, quoi? C'est à bas bruit, effectivement, comme vous dites, signaux faibles, enfin, signaux faibles qui tuent. Voilà, absolument. Je ne suis pas en train de minimiser la menace, ni de faire de l'alarmisme, exactement. Non, on a, et tous les experts sont assez d'accord sur la question, on est dans une phase qui est difficile, la menace est
très haute en ce moment. Elle l'est depuis 5 ans, mais on voit qu'elle remonte suite à une série de facteurs contextuels. Le nouveau procès de Charlie Hebdo, la republication des caricatures, la crise sanitaire qui crée un stress également et qui peut déclencher des attaques. Et oui, ça joue aussi, ça. Ça joue aussi. Je publie un article pour le centre de recherche de l'EOGN, de l'école de gendarmerie des officiers de gendarmerie à Demelin, il y a quelques mois, pour parler de ces problématiques-là. Tous les groupes extrémistes, en France, la menace principale étant le djihadisme, ont utilisé cet argument de la crise sanitaire comme une façon de justifier leur action et d'essayer de monter de nouveaux modes d'action pour attaquer le sol français. Ils ont vraiment justifié publiquement cela. Voilà. Enfin, on peut le voir sur... en disant quoi, comment dire, Al-Qaïda a publié en disant que c'était une volonté d'Allah de frapper l'Europe avec une nouvelle maladie. L'État islamique a ensuite prévenu ses soldats, entre guillemets, de ne pas aller en Europe pour ne pas être contaminés. Il y a différentes thèses qui ont été avancées. On ne peut pas être contaminé si on est un vrai soldat du djihad, on ne peut pas être contaminé, ce genre de choses. Il y a des volontés de partager le virus. Il y a même des groupes maliens qui évoquaient la possibilité de dire les soldats français sont en Mali alors qu'il y a une crise sanitaire en France. Est-ce que c'est une raison politique à défendre? Donc voilà l'argumentaire qu'avaient les groupes djihadistes. D'accord. Et aujourd'hui, à votre avis, est-ce que, en fait, parce que vous êtes, les renseignements généraux, tout le monde, toute la police, les renseignements, etc., sont évidemment conscients de tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a articulation depuis, on le sait, depuis d'ailleurs le 11 septembre, mais il y a une véritable articulation entre politique, justice, police, de ce point de vue-là? Alors, c'est difficile à dire l'articulation entre police, justice et politique, c'est pas mon domaine exact d'activité. En tout cas, il y a une prise en compte de la menace, il y a une volonté de communication et d'action commune. Ça, c'est certain. Et on le voit que tous les niveaux de policiers, que ce soit au niveau du policier de terrain comme des hautes sphères, sont conscients de la menace et veulent agir. Comme je le disais, on a entendu l'argument souvent que Conflans était une petite ville tranquille et que ça n'arrivait pas. On voit, la menace est diffuse. C'est pas très intéressant c'est important de s'en rappeler. Et donc les policiers de cette petite ville tranquille jusque-là étaient quand même en formation 2 semaines avant, en disant, et voilà, s'il arrivait sur quelque chose sur votre circonscription, voilà ce que vous pourrez faire. C'est ça. C'était 2 semaines avant. On en reparle avec Alexandre Rude et avec vous, auditeurs de Sud Radio. On reste ensemble après les infos. Et n'oubliez pas ce numéro de téléphone, 0826 300 300. C'est votre numéro puisque vous avez la parole à partir de 13h sur Sud Radio. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Alexandre Rode, il y a de quoi se mettre dans tous les états en ce moment. Il est membre du think tank Centre d'études de la sécurité et de la défense depuis 2019, le CZ. Et Alexandre Rode, justement, vous allez bientôt, je crois que le mois prochain, remettre un rapport sur la radicalisation dans divers domaines. Et comment ça se passe ? Parlez-nous-en. Absolument, c'est un rapport qu'on rédige depuis le mois d'avril dernier avec les jeunes IHEDN. C'est un think tank, c'est un des plus grands think tanks sur la problématique de sécurité et de défense en France. On est une vingtaine de personnes à travailler sur le sujet. On a fait une 60aine d'auditions de spécialistes qui peuvent être de milieux variés, autant des universitaires que des gens qui travaillent pour l'administration pénitentiaire, pour la police, pour le renseignement. Et sur le terrain, donc des sur gens le terrain, voilà. terrain. Ce qu'on voulait, c'est quelque chose de pratique et d'opérationnel. C'est ça. On a identifié 3 vecteurs qui étaient intéressants pour la question de radicalisation en ligne. La partie numérique, une partie éducative, dans le milieu de l'éducation nationale, mais aussi des sports, et également dans le milieu carcéral. Donc on travaille dessus depuis quelques mois maintenant, et on devrait pouvoir le publier le mois prochain. D'accord. Qu'est-ce que vous avez... Vous avez déjà, je suppose, un certain nombre de conclusions, puisque vous le publiez le mois prochain. On a une série de conclusions. On le voit, il y a une série de vecteurs en France de cette radicalisation qui pousse parfois à l'acte violent, et en tout cas qui a une violence de parole qui est certaine. L'idée, nous, ce qu'on conseille, c'est un engagement de l'État maximum sur beaucoup de fronts. On le voit que, malheureusement, ces vecteurs d'accusation ont réussi à prendre une place dans certains quartiers politiques de la ville ou dans certains lieux, un peu partout sur le territoire français. Lieux de culte aussi, parce que vous ne parlez pas des lieux de culte. Nous, on le traite, on n'a pas traité particulièrement les lieux de culte, mais on traite, les rapports d'accusation en général. Donc on a évoqué aussi la problématique locale en s'approchant à l'échelle départementale. D'accord. Ce qui le prend en compte. Donc voilà, l'idée, c'est de montrer à comment ces vecteurs d'accusation ont pu prendre par la part que l'État avait dans certains endroits, les remplacer en proposant des prestations sociales, des prestations comme ça, et par ce biais, arriver à prendre un pouvoir sur une région et développer leurs idées, continuer leurs effets de propagande et parfois de recrutement pour une action violente. D'accord. Et en fait, vous constatez que l'évolution que ça a donné, ça fait combien? Je veux dire, est-ce qu'il y a une évolution, ça va vers de plus en plus d'actions, de plus en plus de potentiel ou de meurtre ou d'action violente, ou au contraire un tassement? Là, ce qu'on voit sur l'action violente en soi et le terrorisme, au-delà de la radicalisation, c'est qu'on a clairement une phase qui commence en 2012 avec l'attaque de Mohamed Merah, une longue montée en puissance, qui commence ensuite en 2014 avec le message d'Al-Adnani, qui était le porte-parole de l'État islamique, qui annonce qu'il faut frapper l'Europe et particulièrement la France. On a cette vague d'attentats très très durs entre janvier 2015 et septembre 2016 qui se termine avec l'attaque manquée de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Ouais. Et depuis, on a réussi à détruire cette capacité de l'État islamique à frapper par des attaques complexes. Voilà. Bah oui. Donc maintenant, et qu'ils ont cherché donc à frapper de façon plus répétée, mais par des petites actions, comme on a pu le voir à Conflans, qui restent terribles et tragiques. Et pour faire ça, ils diffusent des messages de propagande. Ils ont moins la capacité de le faire qu'ils pouvaient le faire quelques années, mais ils le font, et ces vecteurs de radicalisation qui peuvent être numériques, carcéraux, ou dans le milieu de l'éducation nationale ou du sport, se chargent de répéter. Du sport aussi. Il y a des travaux qui ont été faits. On voit l'assaillant de Conflans apparemment avait des liens avec un club de lutte toulousain où il y a des pratiques de radicalisation qui étaient évoquées. Il y a des spécialistes qui travaillent sur la question. Je pense à Médéric Chapiteau qui travaille sur la question régulièrement. Donc voilà, on voit que ces vecteurs-là sont utilisés pour transférer le message, parfois pour désigner des cibles, comme ça peut être le cas malheureusement pour le professeur. Et pour essayer d'encourager des gens qui sont dans cette mouvance-là à passer à l'acte. Alors justement, Alexandre Rode, vous êtes effectivement bien placé pour y répondre. En fait, que peut faire le citoyen? Quand je dis ça, je veux dire, voilà, on assiste, on voit, on dit ça n'arrive qu'aux autres, et puis on voit ce qui se passe, etc. Et on est complètement médusé, sidéré, quelle que soit effectivement notre religion, ou notre incroyance, ou notre athéisme, par ces espèces de meurtres à répétition, par cette espèce de violence pas du tout aveugle, justement, mais très dirigée, très orientée. Et au fond, que peut faire le citoyen? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a un mouvement, je ne l'approuve pas, qui dit, mais écoutez, puisqu'on ne peut pas se défendre, défendons-nous nous-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont... et on peut les comprendre, mais au-delà de ça, on se dit, on est impuissant, on attend la police, on attend l'État, on attend les politiques, on attend les décisions, mais est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose qu'attendre? Alors, je pense qu'on peut faire autre chose qu'attendre. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'engagement qu'on peut prendre en compte. Le premier, c'est d'être vigilant. On le voit quand il y a des signaux faibles qu'il y a pu avoir à Conflans, quand il y a des situations qui paraissent difficiles, des groupes, que ce soit sur Internet ou dans les milieux qu'on a évoqués, qui ont des pensées radicales ou des remarques violentes, c'est important de les signaler. Maintenant, on a les outils pour le faire, un numéro vert pour prévention de la radicalisation, et que, passer ce renseignement-là à la partie judiciaire qui verra si elle le judiciarise ou pas, verra s'il y a un risque ou pas, mais c'est important d'être vigilant et de le faire. Ensuite, le niveau au-dessus, si on veut continuer à faire quelque chose, c'est de s'engager. Ouais. Moi, je pense qu'on peut s'engager de façon très variée. On peut le faire. Comment, par exemple, on peut le faire dans le milieu associatif. Il y a des gens qui travaillent sur la défense de la laïcité, etc. C'est pas un milieu que je connais particulièrement bien, mais je sais que ça existe et que c'est important. On peut le faire également dans la recherche et dans la question, en lisant des rapports, en se renseignant, en essayant d'encourager et de promouvoir ces efforts-là qui peuvent être faits. On peut le faire également en s'engageant dans les réserves citoyennes. On peut s'engager dans les réserves citoyennes. Tout à fait. Faudrait que vous expliquiez ça, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la réserve citoyenne. Le jeune Echelen travaille également sur un deuxième rapport sur justement les réserves et comment on peut s'y engager. Ouais. Les réserves, c'est un phénomène qui existe dans les branches militaires, mais également la police nationale et les réserves sanitaires. Armée de terre, armée de l'air et marine et gendarmerie. On a vu, en 2015, après les attaques, beaucoup, des centaines et centaines de jeunes. Un citoyen peut venir et s'engager dans la réserve, gendarmerie ou autre. Ouais. S'il le souhaite, il faut qu'il contacte, la plateforme, qui ça varie selon les branches, qu'il, se mette en contact sur une série de tests, évidemment. Il y a des vérifications qui sont faites, tout le monde ne peut pas s'engager. Bien sûr. Pour des raisons psychologiques, médicales, mais aussi de comportement. Et suite à cela, il est capable de rejoindre et de participer à la sécurité des Français d'une façon ou d'une autre. Ça peut être citoyen, par un engagement citoyen, de promouvoir les réserves ou les actions de la police, de la gendarmerie, de l'armée de terre, ou un engagement sur le terrain, comme on a pu le faire. C'est un phénomène qu'on a vu après 2015. On a des centaines et des centaines de jeunes Français qui ont voulu rejoindre et qui l'ont fait et qui maintenant sont sur le terrain. C'est-à-dire, alors, juste pour aller un peu plus loin, mais c'est très intéressant. En fait, très intéressant. Il s'engage et on l'appelle si on a besoin, si besoin est. C'est ça. Les méthodes varient. Alors, il peut être appelé quand il y a un événement d'ampleur, comme ça peut être le cas par exemple après les attaques du 13 novembre, pour être déployé immédiatement. Il peut aussi dire, écoutez, moi je suis disponible ces jours-ci. On l'envoie sur des missions diverses. Et on le forme? On le forme, évidemment. On commence par le former. C'est une formation qui dure plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est les fonctions de ce qui est fait. Et ensuite, on le déploie. Alors ça peut être par régiment, ça peut être par département, en fonction de la gendarmerie, c'est par département. Pour les autres branches, c'est souvent par régiment. Pour la police nationale, c'est un petit peu différent. Donc voilà, il y a cette possibilité de s'engager, qui est un mouvement portant, qui permet aussi de créer une mixité sociale qu'il n'y a pas autrement ailleurs. On peut le voir dans les réserves. Le service militaire disparu, ce serait pas mal peut-être. Dans les réserves, on a cette mixité sociale qu'on ne trouvait pas ailleurs, avec des gens qui sont de tous les bords, tous les milieux sociaux, et qui veulent s'engager et participer d'une façon ou d'une autre. Hommes et femmes? Hommes et femmes. Sans problème. D'accord. Et vous faites un rapport là-dessus? On travaille sur un nouveau rapport justement pour essayer de rendre clair les offres de réserve, voir ce qu'on peut faire et encourager les gens à s'engager et à faire plus pour le lien armée-nation et le lien
protection de la population est nécessaire. Et j'ai l'impression que la communication n'est pas peut-être assez forte là-dessus. Hein. Je pense qu'il y a une vraie volonté de mettre en avant les réserves, particulièrement en gendarmerie, mais ailleurs aussi. Donc je pense qu'il y a cette volonté de le faire, parce que le message n'est pas assez clair, j'aurais du mal à en juger. Mais en tout cas, c'est une volonté et il y a des places pour ça. La volonté existe en tout cas. Tout à fait. Dans toutes les branches. Aussi bien police que gendarmerie. Police, gendarmerie, armée de terre, armée de l'air, marine, réserve citoyenne, réserve sanitaire. On a une série de possibilités qui sont web si les gens veulent faire plus et proposer leur service. Et là, il faut aller où, sur les plateformes Sur les diverses. plateformes, oui, voilà. C'est ça, d'accord, oui. C'est pas facile, pas difficile à trouver, les plateformes. Allez, avant de vous engager justement dans la gendarmerie, surtout restez sur Sud Radio jusqu'à la fin de cette émission. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov est toujours dans tous ses états avec son invité Alexandre Rode, membre du Centre d'études de la sécurité et de la défense, le CZ, et auteur avec Bernard Meunier du livre Passage à l'acte, comprendre les tueries en milieu scolaire, et c'était aux éditions Kiwi. Vous êtes aussi nombreux à nous appeler au 0826 300 300. C'est le cas de Valérie qui nous appelle d'Orléans et qui est ancienne prof d'université. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Valérie. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, je voulais témoigner et accuser la lâcheté des hiérarchies. J'étais professeur à l'université, j'ai été victime en 2016, quelques mois après le Bataclan, où j'ai eu les étudiants en larmes dans mes bras, ayant perdu 7 copains, par une étudiante. Dans un TD, il faisait très chaud, 35 degrés, une salle fermée, en mois de septembre. Elle était voilée, hijab. Oui, et elle a demandé à sortir, se sentant mal. Je lui ai dit oui, proposant de l'accompagner. Et je lui ai juste dit, vous avez sans doute trop chaud. Juste dit ça, il y a des témoins. Oui. J'ai pas parlé du voile, je sais très bien que c'est la loi, c'est autorisé. Ensuite, des étudiants ont protesté, elle est revenue. Et en amphi, après, elle a voulu interdire le cours. Elle a voulu en 10 cm de moi en amphi, un amphi de 500 étudiants, elle s'est rapprochée de moi et m'a dit, je vous interdis de faire cours. Vous êtes islamophobe. J'ai eu très peur, je me suis dit, elle était armée. Ouais. Je lui ai juste dit, tendu le micro, dit écoutez, dites que vous interdisez. Elle a évidemment s'est dégonflée. Elle est revenue à la fin du cours et après, j'ai prévenu pour indiquer cette étudiante radicalisée. Ça n'a pas été transmis tout en haut de la hiérarchie et c'est elle qui s'est allée se plaindre de mon islamophobie. J'ai été convoquée pour islamophobie, mise en accusation et il a fallu que je me défende avec des témoignages, etc., etc. Je n'ai absolument pas été soutenue alors que nous avions tous eu très très peur et j'ai eu vent à ce moment-là de multiples incidents et ou agressions à l'université, toujours étouffés. Y compris le CCIF, par exemple, qui voulait porter plainte pour l'interdiction des photos sur les cartes d'étudiants, un étudiant barbu qui refuse de parler aux administratives qui sont des femmes, etc., etc. Hein? Et dites-moi, ça s'est passé quand En septembre 2016. Septembre donc 2016. Quelques mois après le Bataclan, en novembre 2015. Donc il y avait une atmosphère d'inquiétude. Et quand vous dites que votre hiérarchie ne vous a pas du tout soutenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un mot en disant mais non, on va vous défendre, etc. Mais du tout. Rien. On vous soutient, mais on fait rien. Ouais, d'accord. Ni non plus m'adresser à la médecine du travail, parce que j'ai eu un stress post-traumatique, j'ai pas dormi pendant un mois et demi. Hein. Ouais. Et rien du tout. L'étudiante n'a pas été signalée à la police. Elle n'a eu aucune sanction, aucun... Rien. Elle a continué à venir à l'université, etc. Oui. Absolument. Et moi je dis, si vous voulez, qu'il faut une tolérance zéro, qu'au moindre incident, conseil de discipline, signalement à la police, quoi. Oui, c'est vrai qu'Alexandre Rode, vous voyez vous voyez cet exemple-là, on a l'impression quand même, on ne peut pas généraliser non plus, mais enfin, ce que dit Valérie, on l'a entendu effectivement chez plusieurs professeurs, c'est qu'on a l'impression qu'on dit pas de vague. Vous savez, c'est la tactique du pas de vague. Alors, je ne vous demande pas de témoigner, vous êtes policier, vous n'êtes pas enseignant. Je suis chercheur, c'est tout. Vous êtes chercheur, d'accord. Oui. Et le fait d'être chercheur, non mais, est-ce que et quand même, dans vos recherches, vous constatez aussi cette espèce de... Enfin, vous avez eu des témoignages d'omerta. Je ne peux pas parler de ce cas-là. Effectivement, il y a un souci qu'on peut avoir, et je l'évoque dans mon livre sur des problématiques qui sont différentes. Oui. Le problème de violence à l'école, d'un certain tabou judiciaire qui peut exister dans l'éducation nationale et les milieux d'enseignement en général. On l'a vu également avec les questions de radicalisation. Le problème, il est double. Il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qui peut être considéré comme un signe faible. Qui disent, écoutez, est-ce que c'est normal, est-ce que ça ne l'est pas, et est-ce que je le reporte ou pas. Oui. Il y a des gens qui... Est-ce que c'est un signal d'alarme, disons ça comme ça. Donc, il y a des moyens d'étudier qu'est-ce qu'une menace, qui est spécifique ou pas. Je peux parler de ce cas-là, évidemment, mais en général, c'est possible de le faire. Ensuite, il y a des gens qui disent, est-ce qu'on a besoin d'impliquer, le service judiciaire, la police, dans ce genre de cas, et qui choisissent de ne pas le faire, on peut le régler en interne, ce sera peut-être plus simple.
Donc voilà, il y a aussi des fois des gens qui ont une série de signaux, mais qui ne les communiquent pas entre eux, qui ne voient pas que ces séries de signaux-là indiquent que la situation est plus grave que ce qu'on peut penser. Mais c'est ça. Donc il faut arriver à considérer, encore une fois, il n'y a pas de mal à contacter les forces de l'ordre si on a une inquiétude, on le pensait. C'est leur travail de juger de la qualité de la menace. La protection du citoyen. Voilà, et de le faire ou pas. Donc il ne faut surtout pas hésiter à dire, écoutez, moi je contacte les forces de l'ordre, ou le numéro vert sur la radicalisation, qui prendra en charge ce genre de choses, et qui prendra les mesures nécessaires. Oui, rappelons le numéro vert, c'est très important. Très important. Alors, on retourne au standard 0826 300 300. On donne la parole à Florence qui nous appelle de Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Florence. Florence, bonjour. Oui, bonjour l'équipe de Sud Radio, merci de nous donner la parole. Donc je vous appelle juste pour deux choses, je vais essayer d'être rapide. La première, c'est Monsieur Darmanin qui enfin dit par rapport aux associations qui vont mettre le nez dedans. Il faut savoir quand même que le Front National le dit depuis des années. Donc déjà, je voudrais je fais un hommage au Front National qui ont des idées soi-disant racistes et fascistes. Moi, la première, je me fais insulter de tous ces noms-là. Alors qu'aujourd'hui, on reprend ces idées. Donc, à un moment, il faut arrêter d'être lâche, comme disait votre auditrice. Pour moi, le gouvernement, ce sont des traîtres. Ils sont lâches. On va voir. Laissons le bénéfice du doute à Gérald Darmanin. On va voir si effectivement il dissout les associations dont il a parlé et qu'il expulse les 231 déjà radicalisés dont il parle. Déjà, on va le savoir assez vite, ça. Bien sûr. Et la dernière chose, c'était par rapport à Facebook. Moi, j'ai été bloquée en 2-2, donc il y a un signalement qui est fait par des gens, puisque en 5 minutes, j'avais mon commentaire de bloqué. Donc j'aimerais savoir qui sont derrière, qui sont ces censeurs. Et par rapport, moi je suis pas journaliste malheureusement, mais si on pouvait faire des enquêtes, parce que comment moi qui par exemple mets un mot de trafiole ou je sais pas, où j'ai dit que enfin vraiment rien. Je me fais censurer en 5 minutes. Et des gens qui menacent de mort, qui critiquent. Vous savez très bien, on sait très bien de quoi on est traité. Comment ils peuvent rester autant de temps sans être... donc moi, je pense qu'il y a un travail énorme sur les censeurs de Facebook. Qui sont ces gens-là? Est-ce qu'ils sont au Maroc, en Algérie, en Pologne? Ça, c'est un vrai débat aussi. Un vrai débat, absolument. Alexandre Rode, vous avez étudié, mais peut-être pas ça quand même, en étudiant sur le numérique, etc. Il y a quand même, c'est vrai, alors là on le voit tout le temps, on a tout le temps des témoignages de censure, il y a tel ou tel mot qui est mis, et puis paf, le compte disparaît. Twitter d'ailleurs aussi, Facebook, etc. Alors je ne peux pas commenter là-dessus, parce que je ne sais pas la partie technologique et comment elle fonctionne. Effectivement, on peut voir que le facteur numérique est un vecteur de radicalisation. C'est pas les réseaux sociaux qui créent la radicalisation, mais qui peuvent permettre par des systèmes d'algorithmes de répéter des contenus et de la favoriser, de transmettre le message qui est dangereux. Dans ces cas-là, il y a des choses à faire. Le problème, c'est qu'on travaille avec des acteurs privés qui sont très puissants et qui n'ont pas forcément une volonté de compréhension des problématiques sur le sol national. Les signalements qui peuvent être faits dans des cas très précis, ils peuvent être faits à la plateforme Pharos, qui est gérée par la police nationale, pour tout ce qui est incitation à la haine, escroquerie, pédopornographie, ainsi de suite. Oui, mais alors, ce qui est étonnant, c'est que notre auditrice, c'était pas des appels à haine, c'était des opinions, et pas seulement elle, ils se font censurer immédiatement. Alors ça, je pense, et encore une fois, je ne sais pas, et je ne peux pas commenter sur ce cas-là, c'est des systèmes qui sont faits en interne, par la plateforme du réseau social, et c'est eux qui décident ce qui censure ou pas. Parce que la police nationale n'a pas de vocation à censurer quoi que ce soit, elle le fait quand il y a un problème. Ce sont des censeurs internes à la plateforme. C'est ça. Il faudrait savoir, d'ailleurs, c'est vrai, vous avez raison de poser la question, et savoir qui sont les employés de cette plateforme et comment ils censurent et sur quels critères. Vraie question, on va enquêter là-dessus. Et on retourne au standard, on donne la parole à Luc qui nous appelle de Perreux-sur-Marne. Bonjour Luc. Oui, bonjour Luc. Bonjour. Merci encore une fois pour toutes vos émissions intéressantes et informantes. Merci. Bien qu'ayant été élevé chez les jésuites et les maristes, je ne suis pas croyant. Et quand je dis je ne suis pas croyant, c'est pas croyant en Dieu, c'est croyant dans nos gouvernants. Je pense que, encore une fois, on se fait enfumer dans la mesure où ce sont des belles paroles, mais je ne suis croyant ni envers nos gouvernants, ni envers nos instances juridiques, ni envers nos concitoyens. Les gouvernants, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, il y aura toujours une juridiction quelque part qui interdira l'expulsion, qui interdira l'expulsion de quelqu'un parce que il a un enfant sur le territoire français. Parce que le CCIF, avant d'être
interdit va multiplier les recours. Je vous parie que dans 5 ou 10 ans, on en sera toujours là. Ils auront le temps de faire autre chose. Tout ce pays est gangréné par des gens qui ne veulent rien faire, y compris vos confrères de tous bords. Je repensais l'autre jour au temps qu'il a fallu à vos confrères des grandes gueules pour virer l'extrémiste, comment il s'appelle, Hassan Razid. Vous pensez à Anas Kazib, c'est ça? Anas Kazib, voilà. Bon, hein, on l'a supporté, et Gilles William Gondadel s'est mordu les poings jusqu'à l'avocate en l'écoutant. Il a fallu des mois et des années pour le virer, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, il déclare que eh bien, les lois de la charia sont supérieures à celles de la République. Je n'ai confiance en personne aujourd'hui. Voilà. Alors vous pensez, alors vous êtes plutôt pas seulement pessimiste, mais presque désespéré, Luc. Je suis désespéré. Le terme n'est pas trop fort et atterré. Autour de moi, je n'ai que des gens qui me disent: mais Luc, tu nous casses les pieds. C'est pas grand, c'est des épiphénomènes, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. On veut pas savoir. Non, alors j'ai dit, mais t'as vu ça? Regarde ce qui s'est passé. Mais arrête, tu nous enquiquines. Parlons d'autre chose. Regarde, il fait beau et tout. Ouais, il y a du soleil sur la France et tout le reste n'a pas d'importance. Voilà. Je suis pied noir. Ouais. Je suis parti de l'Algérie il y a 6 ans. J'avais 6 ans, pardon. J'avais 6 ans. Hein. Demandez aux pieds noirs la réalité de ce qu'ils ont vécu les derniers temps. La sauvagerie. Moi, j'ai vu des petits camarades qui ont été égorgés sur la pierre à évier par leur nounou, à qui on disait: si tu n'égorges pas les parents, les enfants de tes patrons, on égorge les tiens. Voilà. On sait que ça a été connu tout ça. Voilà. On a connu. Et moi, je n'ai aucune confiance. Aucune. Voilà. Et quand je verrai autant de musulmans dans la rue que j'ai vu des manifestants pour Assa Traoré, j'aurai confiance dans les musulmans. Aujourd'hui, je n'ai aucune confiance en eux. Écoutez, Luc, c'est votre opinion et vous avez tout à fait, c'est légitime et tout à fait légitimité de le dire. On en reparle après ceci. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkov, toujours dans tous ses états, avec son invité Alexandre Rode, auteur avec Bernard Meunier de Passage à l'acte, comprendre les tueries en milieu scolaire aux éditions Kiwi. Et puis vous aussi, vous êtes dans tous vos états plus que jamais. Hein. Vous nous appelez beaucoup au 0826 300 300. On donne la parole à Louis-Pierre qui nous appelle de Paris. Bonjour Louis-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour, cher André Berkov, et bonjour à votre invité. Avant d'exprimer mon point de vue, permettez-moi de dire mon nom, parce qu'il faut cesser d'avoir peur. Je suis Louis-Pierre Promeneur. Et donc, le propos qui est le mien est le suivant. Je suis très étonné de voir que on parle d'islamo-fascisme. Et je trouve ce terme, je trouve qu'il y a là une sorte d'atténuation de la réalité. Et je ne sais pas pourquoi ces pudeurs de vierge effarouchée, alors que j'ose dire, moi, que la vraie qualification de ce qui se passe est nazi-islamisme, parce qu'il s'agit bien d'une idéologie destinée à éliminer par la mort tous les mécréants qui ne pensent pas comme eux, et pire que les nazis. Vous ne croyez pas que vous allez un peu loin, là, quand même, cher Louis-Pierre? Non, je ne le pense pas, je vais vous dire pourquoi. Et pire que les nazis, ils filment leurs égorgements, c'est donc une politique de l'image, et j'ose dire, c'est le nazisme plus la barbarie. Bah écoutez, c'est votre opinion. Oui. C'est vrai que de toute façon, il faut savoir quelle vigilance on doit avoir et mesurer cette vigilance. Alexandre Rode, justement, vous voyez, il y a Louis-Pierre Promeneur qui dit ce sont des nazis. Vous avez l'auditeur précédent qui disait mais écoutez, moi je n'ai plus confiance en personne parce que en fait on promet des choses mais on va continuer comme avant. Et on a vraiment l'impression, alors peut-être qu'on n'en parle pas assez, et vous dites non, c'est pas vrai, il y a des choses qui se passent et sur le terrain ailleurs. Alors dites-nous précisément en quoi on peut espérer.
Écoutez, moi je pense qu'on peut se payer parce qu'il y a des problématiques, c'est une problématique qui est comprise et qui est traitée par beaucoup de gens qui font des efforts tous les jours de façon quotidienne pour essayer de l'avancer. On a parlé de la BAC de Conflans qui réagit, elle l'a fait de façon très professionnelle, avec le GSP qui était également une autre unité qui était déployée. Le GSP c'est le groupe de sécurité de proximité. Oui, d'accord. On le voit avec la police. Ils ont réagi très vite. Voilà. Après. On le voit avec la police nationale qui leur a proposé une formation de qualité et qui a vraiment essayé de les préparer au maximum à ce genre de cas avec le centre de formation de la police de Draveil. On voit la gendarmerie qui met en place des programmes similaires. On voit aussi également l'espace public avec des forts de think tank que j'ai cités, le CZ, les jeunes IHEDN qui veulent monter en place, qui veulent discuter de ces questions-là, qui veulent proposer des choses qui sont opérationnelles. L'idée, c'est pas d'avoir une approche théorique de la question et de faire l'analyse qui a déjà été faite. L'idée, c'est de dire. C'est pas de faire de la recherche en laboratoire. Non, c'est une matière qui, évidemment, c'est une matière vivante. Il faut proposer des choses pratiques. Comme moi, je le fais auprès des policiers ou des gendarmes. On le fait comme ça, en essayant de leur apporter des solutions aux problèmes qu'ils ont eux maintenant. Donc il y a tous ces gens-là qui sont engagés, mais également l'administration pénitentiaire, le milieu associatif, les groupes privés qui sachent aussi à savoir comment on peut protéger nos écoles de façon plus efficace et qui proposent des solutions pratiques. Donc il y a des gens qui sont engagés, qui le font intelligemment et qui le font tous les jours. Il faut le saluer, il faut voir ça avec, je pense. Mais justement, juste pour être précis et concret, c'est intéressant. Vous avez formé, enfin, vous avez contribué à la formation de la BAC de Conflans. C'est quoi? Vous leur apprenez quoi? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est quoi votre rôle? Moi, mon rôle, j'arrive comme intervenant extérieur. Moi, je suis chercheur, je sers au profit de la police nationale. L'idée, c'est sur un stage de plusieurs jours, de leur proposer une capacité de réponse. Alors, voilà quoi la menace, voilà à quoi ça ressemble une attaque, voilà la durée que ça risque d'avoir, ce qu'on a vu sur les derniers signes. Voilà le mode d'action adverse qu'on peut voir également. Voilà comment vous pouvez y répondre, essayer de répondre à leurs questions qu'ils peuvent avoir. Il faut se rendre compte de ces personnels-là, que ce soit en BAC, mais également en psy, en gendarmerie, c'est des gens qui sont très dynamiques, très motivés, qui sont désireux de faire plus. Et évidemment, moi je suis un privilégié de travailler avec des gens comme ça. Non, je comprends. Le problème terrible qu'elle doit être avec eux, juste un mot, le fait que, et ça devait être le cas du jeune de 18 ans, là, qui a décapité Samuel Paty, au fond, la mort, c'est une gloire, parce qu'on leur dit tous, vous savez, vous allez au paradis en combattant, etc. Est-ce que ça introduit une nouvelle manière aussi de lutter? Alors, on a eu en France, en 2016, la réforme du schéma national d'intervention. On a repensé notre façon de réagir. Ah, c'est en 2016. 2016, voilà. Oui. Donc, c'était une réforme qui était bien conçue et plutôt bienvenue. On a équipé nos équipes de plus de matériel, en termes d'armement, mais aussi de protection balistique. On leur a proposé une série de solutions, on a changé la doctrine. Donc il fallait s'engager vite pour empêcher une tuerie de masse sur le territoire national. Donc ces choses-là, elles ont été bien faites. Évidemment, on a pris en compte la volonté de mourir en shahid, qui peut être celle d'un terroriste djihadiste. Donc voilà, les effectifs sont conscients que ça existe. Ils ont été briefés sur ces questions-là. Et ils savent comment réagir quand ils arrivent sur le terrain. En l'occurrence. Allez, on retourne au standard. On donne la parole à Olivier, qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Bonjour André, bonjour à votre invité. Oui, bonjour Olivier. En fait, je voulais réagir en plusieurs temps. Votre invité, concernant les rapports qu'il remet, il y avait eu une conférence il y a à peu près 2 ans de Philippe de Villiers à Versailles, et il a toujours le titre de Monsieur le Ministre, même s'il est plus en exercice. Il expliquait que les anciens RG venaient le voir en lui disant que chaque mois il remettait des rapports sur les banlieues et l'insécurité, tout ce qui avait évidemment lié à l'islamisme, et il les remettait à la ministre de l'Intérieur et au président de la République, et ça finissait en haut de l'armoire. Ça veut dire globalement c'est 40 ans de laxisme, je précise, c'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui que ça date maintenant. On aboutit à cette problématique. Moi, je dis comme les autres auditeurs, j'ai pas forcément confiance en réellement quelque chose qui sera, même si M. Darmanin veut dissoudre le CCIF, en l'occurrence, je lisais la nouvelle dernièrement. Voilà. En secondo, votre auditeur qui a dit que parler de nazisme. Il n'a pas tort sur un point, il y a un fait historique qui le démontre. Parce que ce qu'on explique, par exemple, durant la Convention de la droite qu'on a reproché à M. Zemmour, il faut savoir qu'en 1941, il y a eu une rencontre, fin de l'année 1941, ça date il y a longtemps, entre le grand moufti de Jérusalem et Adolf Hitler. Ça a donné naissance à la Stunstaffel Anschar en Croatie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui, composé de bosniaques, absolument. 21 000 soldats bosniaques musulmans, avec l'assentiment des plus zélés des SS, en l'occurrence, et ces bosniaques ont été formés en France. Hitler a donné l'ordre à tous les SS de ne pas les perturber, de ne pas les sous peine de mort, en l'occurrence. Et il y a eu le grand, comme on dit, pas les prêtres, mais de Mostar. Il y avait le moufti et il y avait un religieux qui ont donné l'assentiment. Ces gens-là ont fait la traque aux Juifs, aux montagnards de Tito, comment on dit, Zigan. Ils les envoyaient soit à Auschwitz, soit au camp de concentration, le
pire qui soit en Croatie. Et quand on dit nazisme et islam, c'est véridique malheureusement. Même les juifs que je connais des gens qui sont confession juive, connaissent cette histoire. Et les médias n'en parlent même pas. Quand on sait que 21 000 soldats bosniaques musulmans ont été intégrés dans les SS, c'est un scandale qu'on n'en parle pas. Oui, non, on n'en parle peut-être pas assez pour vous, mais très sincèrement, Olivier, on en a parlé. Il y a eu des livres qui ont été écrits là-dessus. Exactement. Et pour peu que quelqu'un a envie de se renseigner, il peut se renseigner. Oui, mais ce que vous dites, c'est un fait historique, effectivement. Quand on donne tort à Éric Zemmour sur la convention de la droite, c'est quand même navrant. Sur cette convention, il y avait Monsieur Poisson, vous connaissez le président du parti. Oui, monsieur. Il a dit clairement, il y a 57 pays musulmans. Eh ben moi, je vais être honnête avec les musulmans. Ceux qui veulent s'assimiler, s'intégrer, parfait. Ceux qui ne veulent pas respecter les règles de vie, de laïcité, ils ont le choix, c'est dehors, comme on dit. J'en ai marre, moi. Franchement, je vais être honnête. J'ai des amis de différentes confessions, mais ces gens-là, les plus radicaux, ceux qui ne veulent pas vivre comme nous en France et qui veulent imposer leurs lois, leur manière de vivre, leur manière de se vêtir, etc. Il y a 57 pays musulmans, ils prennent leur clic et leur claque et c'est dehors. Et c'est comme on fait avec les congrégations religieuses en 1905. Ben, c'est ça, c'était ce qui s'est passé effectivement en 1905. Oui, mais c'était autre chose. C'était encore, il n'y avait que les catholiques à l'époque. En tout cas, Olivier, on vous a entendu. Vous exprimez votre opinion. Ici, on exprime librement toutes ces opinions. Mais je voudrais revenir sur votre premier point avec Alexandre. Il disait, est-ce que vous n'avez pas peur aussi, très franchement, qu'un certain nombre de rapports, comme il disait, et c'est vrai qu'il y en a eu, je ne dis pas qu'il y a eu que ça, ou alors vous le démentez, finissent en haut du panier ou en haut de trucs et qu'au fond, on n'en tienne pas compte. Alors, je ne suis pas capable de savoir comment sont gérés les rapports du renseignement. Je ne suis pas au gouvernement et je ne suis que chercheur. La question de 40 ans de laxisme, si on peut revenir dessus un petit peu. Tout à fait. Je pense qu'il faut comprendre que la menace, elle a évolué. On est dans une menace maintenant qui est très claire, qui est déterminée, qui a repris naissance en 2012 avec Mohamed Merah, mais qui est une nouvelle phase. Il y a deux problématiques à prendre en compte. La radicalisation, qui est traitée depuis 86, et le livre de Gilles Kepel sur la question. Absolument. Et la question du terrorisme djihadiste sur le sol français. On a une période très dure pendant les années 90, qui est culminée avec la... Il y avait eu quand même Khaled Kelkal. Voilà. Mais à ce moment-là, donc on avait ce terroriste qui était importé, d'Algérie par des citoyens qui étaient déjà sur le sol français et qui frappait avec l'attentat de Saint-Michel notamment. On a eu une période aussi de pause dans le djihadisme radical. Globalement, de 95 à 2012, on n'a quasi pas de faits. Pour la simple raison, il faut se rendre compte que quand Al-Qaïda... Et pourquoi ? Alors la question est là, c'est que quand Al-Qaïda, prend cette ampleur-là avec l'attaque du 11 septembre, on passe à une nouvelle phase du djihad où on frappe l'ennemi lointain qui est éclairé. Absolument. À ce moment-là, Al-Qaïda n'est pas clair sur ce qu'elle fait de l'Europe. C'est pas un ennemi si déclaré que ça, elle n'a pas l'engagement militaire des États-Unis, elle est moins religieusement placée. Donc pendant un temps, l'Europe n'est pas particulièrement visée. Il y a deux choses qui vont faire que l'Europe est plus visée dans cette période-là de 2001 à 2012 globalement. C'est d'abord l'engagement de certains pays européens pendant la guerre en Irak et en Afghanistan, et surtout en Irak. Et ensuite, la question des caricatures du prophète par les journaux danois et repris par les journaux européens. Donc c'est là qui va pousser Al-Qaïda à se déclencher en Europe avec les attaques de Londres, les attaques de Madrid, et ainsi de suite. Et puis il y a eu aussi l'Europe ventre faible. Voilà, l'Europe ventre faible, exactement. Et l'Europe, il y a une conception opérationnelle aussi de l'Europe et le ventre faible. Les États-Unis ont fermé leurs frontières, sont conscients de la problématique. L'Europe l'est peut-être moins et plus facile d'accès. Donc on va frapper comme ça. Donc il faut se rendre compte de ça. On a aussi des services de renseignement qui connaissent la problématique, nous, des années 90. Donc quand on arrive en 2001, on connaît les réseaux, on sait réagir et on arrive à intercepter une série de personnels. Voilà. Quand elle change de forme en 2012 avec l'affaire Mohamed Merah, des gens qui sont moins idéologiquement conscients, qui sont plus violents et qui sont plus difficiles à détecter, c'est là que ça recommence sur le territoire français, c'est là que ça se multiplie. C'est un changement de paradigme. C'est ça. Et c'est là qui a fait qu'effectivement, ce qu'on connaît aujourd'hui, et que malheureusement, on pourra en parler pendant des heures, qu'est-ce qui aurait pu être évité, qu'est-ce qui n'aurait pas pu être évité, c'est notre problème. Vous savez, on restera toujours quand même juste un mot sur le fait que, pour des raisons bureaucratiques ou autres, je ne sais pas, au Bataclan, il y avait les gendarmes étaient là, ils ont mis 3 heures pour intervenir. Enfin, on leur a donné l'ordre de ne pas intervenir. Je ne veux pas commenter sur une opération tactique. Non, je sais bien. Allez, vous continuez de nous appeler et surtout de nous écouter. 0826 300 300. Évidemment, on continue de parler de la décapitation, je vais y arriver, de Samuel Paty et comment on aurait pu éviter cela. Justement, allez, à tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkov toujours dans tous ses états et nous sommes toujours avec Alexandre Rode qui est membre du Centre d'études de la sécurité et de la défense, le CESED, et auteur avec Bernard Meunier de Passage à l'acte, comprendre les tueries en milieu scolaire aux éditions Kiwi. Et puis vous aussi, vous nous appelez 0826 300 300. C'est le numéro qu'a composé Guy qui nous appelle de Montrouge. Bonjour Guy. Oui, bonjour Guy. Bonjour André. Bonjour Alexandre Rode. Je suis désolé, mais je vais répéter ce qui a été dit par quelques auditeurs avant moi. Je voudrais joindre ma voix à eux en disant que effectivement nous témoignons d'une trahison, d'une responsabilité et d'une imposture des politiques et des médias. Des études et des rapports, il y en a eu. Moi-même, j'ai été auditeur dans une session régionale de l'IHEDN en 99-2000 et je participais à un comité de réflexion, écoutez bien, dont le titre du travail, du sujet, c'était « Les nouvelles menaces, la France et l'Europe ». Et j'avais écrit une page sur la menace islamiste. C'est à se demander tout ce travail que font les spécialistes, les experts, les analystes, où il va. Et le problème, c'est que nous avons un manque de courage et un manque de volonté politique. Cela dit, il y a bien sûr l'aspect des attentats violents, des attentats sanglants, et il y a l'aspect de l'islamisme qui est une maladie rampante, pernicieuse. Et pour comprendre ce que c'est que cette idéologie, il faut lire les textes. Il faut regarder ce que l'on produit comme littérature dans cette pensée. Et moi, je vous invite tout simplement à commencer par lire le préambule de la Déclaration des droits de l'homme dans l'islam, qui a été signé au Caire en 1990 par les 57 pays membres de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique. Et là, vous commencerez à comprendre ce que c'est cette idéologie et ce qu'elle recherche. Voilà, c'est ce que j'avais tout simplement à dire. D'accord, 1990, c'est ça? Oui, la déclaration du Caire des droits de l'homme en islam. Non, effectivement, enfin, vous allez effectivement que nos autres auditeurs en disant, voilà, il y a les faits, il y a l'idéologie et il y a effectivement comment la combattre. Et c'est vrai, Alexandre Rode, et là, on vient dans votre domaine, comment effectivement, parce qu'il y a la police, il y a l'armée, il y a tout ce qu'on veut, il y a la stratégie, mais est-ce qu'on apprend, est-ce qu'on enseigne à combattre une idéologie? Je dis bien une idéologie, c'est pas l'islam, c'est pas une religion l'islam, mais une idéologie politique, l'islamisme. Alors, évidemment, c'est pas le travail des policiers ni des gendarmes. C'est plus difficile de la question. Je suis pas islamologue et j'ai des questions. Évidemment, on travaille sur le contrer la radicalisation et cette pensée violente. Mais vous devez en parler. Oui, à partir du moment où vous avez... On essaie d'expliquer pour les policiers et gendarmes, mais qu'est-ce que la radicalisation violente, quelles sont les idées qui sont mises en avant et ainsi de suite. On travaille également sur les questions de recherche, que ça permet d'expliquer certains modes d'action, ça permet d'expliquer un certain nombre de choses. Donc il y a une vraie question politique qui est pas la mienne sur ces questions de lutte contre la radicalisation, de renouveau des valeurs et de choses qui sont mises en avant, qui ont été évoquées dans différents discours, notamment le discours sur le séparatisme. Qui sont existants. Mais encore une fois, ça ne relève pas du domaine sécuritaire, mais du domaine politique. Non, c'est vrai. Mais est-ce que le domaine sécuritaire, non mais je pose la question à l'intellectuel, à l'homme, est-ce que le domaine sécuritaire peut faire l'impasse sur le domaine idéologique? Il ne peut pas. Non, il ne le peut pas. La question et la problématique qu'on a quand on fait de la formation pour des opérationnels, c'est de savoir comment on transmet ces questions idéologiques en questions pratiques. Comment on leur transmet les choses dont ils ont besoin. Mais vous leur faites comprendre l'idéologie quand même. On leur fait comprendre. Ils ne peuvent pas être pratiques s'il n'y a pas le soubassement. L'idée, c'est de ne pas avoir un débat, sur les problématiques ou de leur réciter une thèse sur la problématique. Il leur faut des réponses précises à des questions précises qu'ils ont. Je comprends. Au retour de Standard, on donne la parole à Karine qui nous appelle de Levallois-Perret. Bonjour Karine. Oui, bonjour Karine. Bonjour à tous. Merci encore de me donner la possibilité de m'exprimer. Je voudrais remercier deux auditeurs, Olivier et Luc, parce que, alors là, franchement, je suis à 400% d'accord avec ce qu'ils ont dit, et d'autant plus que du côté, j'ai donné une petite lumière personnelle du côté de ma maman qui est née en Algérie française. Elle a eu exactement la même expérience que ce que Luc a décrit. Et donc, moi, je voudrais rajouter une couche, je suis désolée, par rapport à la responsabilité des médias dans cette lâcheté.
Ça fait des décennies que vous utilisez les mêmes éléments de langage en mettant en symétrie. Et pour le coup, c'est vous qui faites l'amalgame de toutes les vagues d'immigration. Et dites, ah mais oui, mais c'est comme toutes les religions, il y a des intégristes dans toutes les religions. Vous refusez d'admettre la particularité de l'islam. Ça, c'est la première chose. Et là, je voudrais quand même poser une question. Et d'ailleurs, je crois que c'est Luc aussi qui a rappelé ça. C'est sur les 50 plus ou 40 à 50 pays à majorité musulmane dans le monde. Il y a à peu près 1,5 milliard. Déjà, les gens ne sont pas du tout conscients des ordres de grandeur et ça serait bien qu'ils s'éduquent et qu'ils s'instruisent un petit peu sur ce sujet. Mais encore une fois, donc sur tous ces pays à majorité musulmane, avec 1,5 milliard de musulmans dans le monde, et j'espère que les gens retiennent un peu ce chiffre parce que parfois ils ont tendance. Non, pas toujours. Mais bon, revenons au pays. Et il y a beaucoup de gens qui étaient, dont BHL évidemment, dans des lyrismes avec les printemps arabes, etc., qui n'ont malheureusement abouti à absolument rien. Donc moi, je voudrais comprendre. Il n'y a aucun pays à majorité musulmane qui nous donne l'exemple, qui montre qu'ils sont capables de vivre dans une vraie démocratie, avec pas de corruption, avec un vrai courage. Parce que quand j'entends les intervenants à l'émission de Valérie Expert ou parfois chez vous aussi, qui sont des musulmans et dire oui, voilà, il faut que la France fasse ci, et les politiques font pas ci, et ils font pas ça. Oui, très bien, lucidité, courage, bravo. Sauf que dans leur propre pays, je veux dire, dans leur pays d'origine, je ne vois pas ce courage, je veux dire, s'affirmer, si vous voulez. Et donc, moi, avant, justement, pourquoi est-ce qu'on voudrait, nous, en France, importer tous ces problèmes en ayant une population musulmane qui ne fait que croître d'année en année et on est bientôt, je pense, à 10 millions. Comment voulez-vous résoudre le problème? Alors, est-ce que je peux vous répondre? Je crois qu'on va en parler tranquillement. D'abord, je voudrais que vraiment vous ne généralisiez pas sur les médias. Quand vous dites vous, moi j'ai jamais pratiqué l'amalgame. Non, et vous le savez. Non, mais je le dis parce que je suis pas un perdreau de l'année et j'ai toujours, vous savez, je suis moi né au Liban, au Proche-Orient. Je sais bien, je connais effectivement ces problèmes. Je parle arabe et je le lis, pas pour défendre, mais vous le savez. Donc, si vous voulez, voilà, effectivement, il y a chez beaucoup de gens le côté de dire oh, on veut pas parler de chat et de ça, il faut faire attention, etc., etc. Je ne partage pas cela, il faut dire les choses et je suis d'accord. Vous savez, c'est Camus, ne pas nommer les choses, c'est participer au malheur du monde, etc., etc. Bon, maintenant, la chose importante, et là, je ne suis pas en désaccord avec vous, la chose importante, c'est qu'on n'a jamais voulu... Alors, d'abord, sur les pays musulmans, il y a deux choses. D'abord, n'oubliez jamais que l'histoire, elle n'est pas au même moment, au même endroit et à la même année pour la planète. Oui, mais vous le savez, mais quand vous demandez pourquoi le printemps arabe, ce qui s'est passé... Attendez, écoutez-moi, 2 secondes. Est-ce que vous pourrez me donner la possibilité de vous répondre? Oui, mais si vous n'écoutez pas et que vous êtes uniquement dans vos discours, ça ne sert à rien. Je vous écoute. Alors, je vais vous dire, le printemps arabe, c'est très simple. Les pays arabes, là, dans la plupart, ne sont pas dans la même temporalité que nous. Ils ne sont pas en 2020. Ils sont en 1870 ou 1900, comme vous voulez, etc. Beaucoup dans le mental, c'est pas parce qu'ils sont inférieurs ou supérieurs, ça n'a rien à voir, mais c'est l'évolution. N'oubliez jamais que chez nous, le Voltaire, quand il y a eu Calas avait refusé de se découvrir dans une procession, eh bien, il avait été torturé et tué parce qu'il avait refusé de se découvrir. Eh bien, c'est là. Malheureusement, il y a un décalage temporel énorme encore qui est là, parce que pour le moment dans les pays arabes, qu'est-ce qu'il y a? C'est ou l'enclume islamiste ou le marteau militaire. Voilà le problème. Faut quand même dire les choses comme elles sont. Alors on peut dire ah là là, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils sont pas en démocratie? Parce que l'histoire ne marche pas au même moment, au même combat. Vous voyez, la Chine d'un côté, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est bien ça? La Chine, elle les élimine, hein. Les Ouïghours, les musulmans et tous. Les bosquets sont transformés en pagodes et tout ça. Si vous voulez, on vit dans un monde, hélas, je le dis bien hélas, qui n'est pas du tout, qui ne marche pas sur le même temps et au même endroit. Et ça, si on n'a pas compris ça, si on n'a pas assimilé ça, ça ne justifie rien. Mais il faut le savoir. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne vivent pas, et ça a toujours été le cas depuis des millénaires. Hein. C'est pas nouveau, ça. Voilà. Je peux vous répondre. Oui, je peux vous répondre, M. Berkoff. Allez-y. Vous apportez
apporté complètement de l'eau à mon moulin parce que j'ai pas eu le temps de tout développer, ça prendrait trop de temps. Oui. Mais lorsque vous parlez, je suis 400% d'accord avec vous. On est d'accord que justement, je vais être sévère, ils en sont à une étape, on va dire, de l'évolution de société qui n'est pas du tout la même. Exactement. Il y a toute la période des Lumières ou des Aufklärung, comme on dit, qu'il y a eu aussi dans d'autres pays, qui n'ont pas eu. Alors justement, c'est là, justement, vous apportez que de l'eau à mon moulin. Mais... Pourquoi pense-t-on que lorsqu'on va avoir une population qui maintenant dépasse 6-8 millions, etc., tout d'un coup, par un miracle, elle va être totalement... Attendez, je termine, s'il vous plaît. Oui. Tout d'un coup, tous ces gens qui viennent et qui veulent le statut de réfugié, etc., oui. Par un miracle, tout d'un coup, ils vont sauter des siècles. J'ai compris, madame. Alors que nous n'avons plus la capacité. J'ai compris. Madame, vous posez deux problèmes, pardon. Il y a madame, à l'envers, j'ai compris, mais on a entendu, écoutez-moi, vous mélangez deux problèmes, le problème de l'immigration, etc. Qui y a un problème avec l'immigration? Évidemment qu'il y a un problème avec l'immigration. Évidemment que le problème est posé. Et on en parle suffisamment. Évidemment qu'on ne peut pas accueillir ni tout le monde, ni la moitié du monde, ni etc. Maintenant, que de dire que tous les musulmans, quand ils sont en Europe, restent effectivement des gens qui vivent encore entre le marteau et l'enclume, non. Moi, je crois, alors je suis peut-être optimiste, je crois qu'il y a beaucoup de musulmans, beaucoup, et j'en connais, et c'est même pas que j'en connais ou pas, je vais pas dire, j'ai des amis, je déteste ce truc, j'ai des amis musulmans. Pas du tout. Il y a énormément de musulmans qui vivent à l'européenne, qui sont à l'européenne, et qui c'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils n'ont pas effectivement adopté, assimilé. Oui, ça existe. L'assimilation, on dit que ça a échoué, sauf que vraiment, chez un certain nombre de gens, ça existe, je peux vous le dire. Donc le problème, il est pas là. Le problème, c'est évidemment de limiter l'immigration, évidemment de ne pas accueillir tout le monde et de faire open bar, ce qui est grotesque et ridicule, mais en même temps de savoir, et c'est tout le problème, qu'il y a beaucoup de musulmans, mais qui n'osent pas parler, parce qu'on revient à la peur, parce qu'on revient à tout ça, parce qu'on revient à la peur du haut en bas. Le problème est là, et ça, c'est pas un problème facile. Mais je crois qu'il faut vraiment distinguer. Je pense qu'effectivement, on est dans des rythmes différents, et je suis bien sûr qu'on est d'accord là-dessus, mais le printemps arabe, mais ça veut dire que je peux vous dire vraiment, et pour avoir beaucoup voyagé dans ces pays, vous avez des gens qui sont prêts à sauter le pas. Alors simplement, évidemment, les régimes qui sont là ne veulent pas de ça. Ils préfèrent une dictature avec des gens qu'on manœuvre et qu'on, je ne dis pas qu'on abrutit, mais qu'on laisse dans l'ignorance ou dans les préjugés. Donc je vais vous dire, et vous et moi et tout le monde, ce qu'on doit faire, c'est de travailler en même temps en disant aux radicaux, au-delà de votre limite, votre ticket n'est plus valable, mais le faire maintenant, pas la position du tireur couché, mais en même temps, savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne demandent qu'une chose, c'est de se libérer. Regardez tous ces millions de femmes en Iran qui ne demandent qu'une chose, c'est d'enlever leur voile. Voilà la belle conclusion d'André Berkoff. Karine, j'espère que c'est saisi. Et puis, pour tous les autres qu'on n'a pas pu prendre, n'hésitez pas à nous rappeler la prochaine fois. On vous donnera toujours la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Merci beaucoup à vous, Alexandre Rode. Je rappelle, un membre du Centre d'études de la sécurité et de la défense, le CEZ, et auteur de ce livre avec Bernard Meunier, Passage à l'acte, comprendre les tueries en milieu scolaire. Et c'était aux éditions Kiwi. Merci beaucoup et merci à vous, André Berkoff. Évidemment, on peut réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr, toujours, et sur YouTube. Et puis évidemment, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye qui pose cette question: l'innocence en amour, comment garder cette innocence et ne pas désacraliser la relation? C'est avec Franck Martin qui est expert en relations de confiance. Là aussi, vous pouvez toujours intervenir, on vous attend.